Bonjour Philippe Bilger, Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes magistrat honoraire aujourd'hui, mais toujours très concerné par la justice de votre pays. Vous avez été juge d'instruction, puis substitut du procureur à Bobigny et surtout pendant plus de 20 ans, avocat général à la Cour d'assises de Paris. Vous venez de publier donc chez Albin Michel Le Mur des cons. On peut dire que c'est à la fois votre réflexion sur les dérives du monde judiciaire, sur le pouvoir des juges, sur les rapports entre justice et politique, sur le rôle des médias, et en parallèle aussi sur la perte d'autorité de l'État. On va reparler de tout ça. La justice et le pouvoir, Philippe Bilger, sont tous en aussi mal en point aujourd'hui en France? Je ne le crois pas et j'ai voulu au contraire montrer une évolution tout à fait positive. À une certaine époque, bien sûr, pour aller vite, il y avait les juges du pouvoir et puis ensuite on a eu le pouvoir des juges et depuis quelque temps, il me semble qu'on a atteint un équilibre, même si beaucoup se plaisent à rapporter que la justice serait politisée dans le mauvais sens du terme, je ne le crois pas. Ouais. Elle est moins politisée aujourd'hui qu'elle ne l'a été? Il me semble, dans la mesure où aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe depuis quelques mois ou quelques années. La gauche et la droite sont également visées, ciblées par la magistrature, dont je rappelle que ce n'est pas elle qui choisit ses victimes. L'actualité les lui offre. Et elle puise à gauche, elle puise à droite. On l'a vu récemment avec les procès Balkany. Donc on ne peut pas dire que la justice, en dehors de quelques pustules qui dégradent le visage judiciaire, soit motivée par une quelconque idéologie. Alors, je voulais en parler après, mais je vais en parler maintenant. L'affaire François Fillon, c'est une de ces pustules. Parce que vous écrivez dans le livre, noir sur blanc, François Fillon devait être élu président de la République en 2017. Je ne sais pas. En tout cas, il avait de fortes chances et je n'ai aucun scrupule à évoquer l'affaire François Fillon puisque moi-même, j'ai une réflexion un peu tardive. C'est-à-dire qu'à l'origine, je pensais qu'il était peut-être bon pour les lecteurs qu'on sache si ce qu'on reprochait à François Fillon était exact, mais ensuite j'ai perçu par des conversations, des lectures, une réflexion collective qui a eu un véritable matraquage judiciaire. Ce qui veut dire que le parquet, dans ce cas-là, a travaillé avec une célérité suspecte. Une célérité et même, on peut se demander s'il était réellement compétent pour appréhender ce qui a été reproché à François Fillon. Ce qui veut dire que la justice voulait, à ce moment-là, abattre, entre guillemets, François Fillon. On peut en tirer cette conclusion. Ouais. Alors, le livre démarre... Pardon, la justice, bien sûr, et puis... dans le lien qu'elle entretenait peut-être à un pouvoir très intéressé par le délitement du probable succès de François Fillon. C'est-à-dire c'est-à-dire que la justice n'a pas décidé seule de se saisir de cette affaire en n'étant pas véritablement compétent. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu de lien entre le pouvoir d'alors et le parquet national financier. C'est-à-dire sous la présidence de François Hollande. Voilà, on peut le dire. Pour éliminer un concurrent. Ah oui. Alors, le livre démarre sur l'affaire du mur des cons. C'est d'ailleurs le titre de votre livre. Alors, il faut rappeler en deux mots, c'est un mur donc, qui était dans les locaux du syndicat de la magistrature, un syndicat classé à gauche, un mur couvert de photos, de politiques, de magistrats. Votre photo y était d'ailleurs, avec aussi des journalistes, des intellectuels de droite ou considérés comme de droite. Mais au final, mettre des photos comme ça, pour un syndicat de gauche, c'est assez banal finalement. Pourquoi est-ce que ça a fait un tel pétard à ce moment-là? Un syndicat de gauche, voire d'extrême gauche, si vous me permettez cette légère rectification. Ça a fait un scandale dont on ne se remet pas encore. À mon avis, c'est parce que sur ce mur des cons, on a vite compris que ce n'était pas une pochade de collégiens et qu'en réalité, ce syndicat avait placé sur ce mur par exemple, le père d'une jeune fille assassinée et violée. Il avait placé le créateur d'une association en faveur des victimes et un certain nombre de personnalités politiques à l'égard desquelles il se trouvait en totale opposition. Alors imaginons ce qu'aurait donné, dans le cadre d'une justice normale, la comparution de ces gens-là devant une magistrature qui avait exprimé sa haine politique par le mur des cons. Mais selon vous, qu'est-ce que ce mur des cons révélait à l'époque de l'état de la justice de 2013 ? Eh bien, il révélait, en tout cas, à l'encontre du syndicat de la magistrature, qu'il n'avait pas changé, qu'il était non seulement politisé, mais imprégné, gangrené par une idéologie d'extrême gauche, et surtout qu'à l'époque,
on pouvait craindre qu'une certaine magistrature juge partiellement des prévenus ou des accusés qui n'avaient pas sa couleur politique. Alors, cette justice-là, vous l'avez dit tout à l'heure, elle a évolué. Pourquoi avoir choisi ce titre-là pour votre livre? Parce que 6 ans après... Je ne voudrais pas me décharger de la responsabilité, mais il est évident que cette grande maison d'édition, de mon point de vue, qui m'a fait travailler heureusement sur ce livre, a choisi un titre évidemment à la fois provocateur et authentique, parce que ça a été un grand scandale, tout de même dans l'histoire judiciaire. Alors, est-ce que les pressions politiques sont toujours aussi fortes et quotidiennes sur les juges en France ? Je ne crois pas, pardon de paraître naïf, mais d'abord moi-même... J'allais dire, est-ce que vous avez été soumis à des pressions? Non. Ou alors des pressions tellement consubstantielles à la quotidienneté judiciaire que je n'ai eu aucun mal à y résister. Peut-être qu'elles ont eu des conséquences dans l'officieux de la justice à mon sujet, mais je ne crois pas. Il n'y a plus ça. Il y a eu un grand progrès. Depuis quelques années, on a tendance à regarder la justice comme elle était, en oubliant qu'elle a évolué, parce qu'on préfère la considérer de manière hémiplégique. Vous savez un petit peu, c'est tellement agréable pour les politiques et tous ceux qui sont renvoyés devant la justice de dire que, évidemment, ils sont renvoyés parce que la justice est partiale. Mais on a dit tout à l'heure à quel point elle cible très équitablement l'ensemble de l'univers politique. Donc quand vous parlez de la justice qui ressent le poids du politique, pour vous, c'est du passé, ça? Je pense en grande partie c'est le poids du passé, parce que vous savez que je n'ai pas été enthousiaste du quinquennat de Nicolas Sarkozy sur le plan de l'état de droit, mais en revanche, à partir de François Hollande, et même si je considère que le bilan de Christiane Taubira était calamiteux, et avec Emmanuel Macron, je pense qu'il n'existe plus un lien ostensiblement dépendant de la justice à l'égard du politique. Vous avez parlé de Nicolas Sarkozy, vous l'épinglez dans votre bouquin, vous rappelez cette comparaison entre les juges et les petits pois verts sans saveur. C'était moins la comparaison d'une certaine manière qui était scandaleuse que l'absence de réaction, par exemple, du plus haut magistrat de France, qui était le premier président à la Cour de cassation. Oui, vous dites, moi, je serais à sa place, je me serais levé, je serais parti. Je ne me vante pas, mais j'aurais fait quelque chose. J'aurais réuni une conférence de presse pour dire le scandale que c'était. Mais comment vous avez interprété ça quand vous avez entendu le président de la République considérer des juges, les comparer à des petits pois? Mais parce que Nicolas Sarkozy, tout en étant un avocat qui a très peu plaidé, n'avait pas une grande considération pour les magistrats. Il les considérait probablement comme des empêcheurs de juger en rond. C'est-à-dire, il pose l'état de droit est un obstacle entre le désir de l'action et l'action elle-même. Il ne pouvait pas aimer les magistrats, il l'a malheureusement trop démontré. Vous évoquez, vous l'avez aussi fait allusion tout à l'heure, le rôle de certains juges d'instruction qui ont comment dirais-je, considéré leur rôle d'une manière un petit peu... comment on pourrait d'ailleurs qualifier la façon dont les juges d'instruction ont travaillé avant cette évolution de la justice dont vous parlez? Eh bien, c'est très important parce qu'ils avaient pris beaucoup de pouvoir, ces juges-là. Voilà, j'évoquais les juges du pouvoir, le pouvoir des juges, et puis une autre catégorie de juges tellement persuadés que la vérité était là à portée de la main. Comme les juges Van Ruymbeck ou les juges Alphen. Pardon, Van Ruymbeck, si vous voulez, des murs, d'autres, Tourner, je ne ferai pas l'inventaire complet, mais disons, ils choisissent, ils ont considéré, alors que parfois il fallait un peu forcer le trait sur le plan de la procédure pénale parce que la vérité était là et qu'il fallait l'atteindre. Et au prix d'erreurs parfois? Non. Peut-être qu'il y a eu des erreurs procédurales, entendons-nous, mais pas des erreurs délibérément engagées. Alors là, on parle de juges d'instruction. Alors la loi, il y a une loi de réforme de la justice de mars 2019, je crois, qui prévoit la suppression. En tout cas, on peut supprimer les juges d'instruction. Est-ce que vous êtes pour le maintien de cette fonction du juge d'instruction? À l'époque où Nicolas Sarkozy a constitué le comité léger, moi j'étais partisan d'une procédure accusatoire dont le juge d'instruction serait exclu. Et puis, paradoxalement, c'est l'affaire Woerth-Bettencourt qui a sauvé le juge d'instruction. Je n'imagine pas qu'aujourd'hui, et encore moins demain, il puisse être supprimé. D'abord parce qu'il intervient très rarement et qu'ensuite on se rend compte que sans lui, même avec un parquet indépendant, on n'atteint peut-être pas la vérité qu'on souhaite. Donc, il sera conservé. Alors, les médias en général vous décrivent comme un
un magistrat de droite. Est-ce que vous Réactionnaire. Réactionnaire. Réactionnaire, c'est-à-dire... Vous revendiquez je l'espère heureusement imprévisible. Je veux dire par là que je ne me soumets à aucune conviction préétablie. J'espère être empli d'un désir de sincérité et de liberté, ce qui m'a toujours permis de dire du bien ou de mal de tous ceux de droite ou de gauche qui étaient à mes côtés. En fait, votre livre, c'est aussi un livre sur la liberté. Ah, absolument. La liberté du juge. La capacité, la liberté de l'homme, la nécessaire aptitude à la liberté et à la résistance du juge, et bien sûr le citoyen bilgère, pardon de parler de moi à la troisième personne, considère que la liberté d'expression est fondamentale en France et qu'elle est menacée. Je voudrais vous poser une question sur l'actualité. On l'a vu tout à l'heure, les femmes qui se sont mobilisées aujourd'hui contre toutes les violences faites aux femmes, notamment les féminicides. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter pour que cela devienne vraiment une urgence nationale, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé et revendiqué? Mais tout simplement, d'abord, je ne trouve pas que ce soit inutile, ces manifestations, mais on sait très exactement ce qui ne va pas. Évidemment, la surabondance des tâches policières. Le fait que dans la magistrature, il y a une double page récente dans un grand quotidien qui a montré à quel point, même sur le plan judiciaire, il y avait des ratés et des dysfonctionnements. Et ce qui me navre, c'est qu'il suffirait de les rectifier dans l'instant avec une chancellerie qui s'occuperait enfin de l'essentiel au lieu de se livrer à des réflexions parfaitement dérisoires. Merci beaucoup Philippe Bilger, on aurait pu encore parler de plein de choses avec vous. C'est un grand bonheur d'avoir été questionné par vous. Je renvoie à votre livre pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre conception de la justice et sur votre conception, sur votre vie de magistrat, Le Mur des Cons, donc chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci. D'être venu en parler dans le 64 minutes.